Nous poursuivons donc le tour d'horizon des composants que l'on peut trouver sur un MPSoc hétérogène, avec après les éléments de calcul et les éléments de mémoire, les éléments de communication. Alors, les éléments de communication, c'est ceux qui vont permettre à tous les éléments qu'on a nommés précédemment, eh bien, de s'échanger des données les uns avec les autres. Alors, le premier, en fait, on l'a déjà vu, le premier élément de communication interne à un chip, eh bien, on l'a déjà vu, il s'agit des mémoires partagées. Une mémoire partagée, c'est tout simplement donc un banc mémoire accessible par plusieurs processing elements. Alors là, je vous ai présenté deux alternatives pour connecter cette mémoire. À gauche, vous avez une shared memory connectée à plusieurs processing elements via un bus de communication unique. Donc dans ces cas-là, il va falloir gérer eh bien, la priorité d'accès au bus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un processing element va vouloir accéder au bus, eh bien, il va falloir vérifier qu'aucun autre processing element n'est en train d'y accéder. Et donc, potentiellement, il va y avoir de la contention, les processing elements vont se gêner, mais il va y avoir un processus d'arbitrage qui va faire en sorte que les processing elements n'accèdent qu'un seul à la fois au bus de communication et donc à la shared memory auquel il est connecté. À droite de la slide, vous avez une autre possibilité qui est d'utiliser une mémoire multiport. Donc là, dans ce cas-là, vous avez un banc mémoire pour lequel eh bien, chaque processing element est connecté à un port de lecture et d'écriture dédié auquel il peut envoyer ses ordres. Alors en réalité, ça c'est assez peu courant. Là, je vous ai présenté un exemple avec 3 ports. C'est vraiment ce qui va exister assez rarement et avec le plus grand nombre de ports sur le marché. Typiquement, des mémoires mono et dual port, ça existe assez couramment. Au-delà, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement utilisé, tout simplement parce que c'est très compliqué à implémenter. Quand vous avez plusieurs ports comme ça, eh bien, ça suppose que chaque port soit capable, en parallèle des autres, de répondre à des requêtes du processing element, de lecture et d'écriture. Et en réalité, c'est tellement compliqué à mettre en place que la plupart du temps, les architectures avec des bus de communication sont privilégiées. Alors l'avantage de communiquer des données entre plusieurs processing elements via une shared memory, eh bien c'est que c'est facile à programmer. Il suffit que les différents processing elements aient un même pointeur dans la mémoire et tout simplement, eh ben, ils peuvent lire et écrire dedans et s'échanger des données de cette manière-là. Alors le problème, c'est qu'il y a plein de désavantages. Le premier, c'est le problème de scalabilité, le passage à l'échelle en bon français. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, si plusieurs processing elements essaient d'accéder à la même donnée en même temps, ou en tout cas à la même mémoire en même temps, eh bien, il va y avoir un problème de contention. Ils vont se gêner les uns les autres et certains processing elements vont devoir attendre pendant que la mémoire répond à la requête d'un autre processing element. Et si on augmente fortement le nombre de processing elements connectés à une mémoire, qu'on passe à peut-être 8, 16, 32 ou même plus processing elements, eh bien, on va avoir un problème de passage à l'échelle puisque, eh bien, globalement, le nombre d'accès mémoire va augmenter fortement avec le nombre de processeurs, probablement linéairement avec le nombre de processing elements. Par contre, la capacité de la mémoire à y répondre, elle ne va pas augmenter. Et donc, on dit que la mémoire ne passera pas à l'échelle puisqu'elle ne sera pas capable de répondre convenablement aux demandes en provenance d'un nombre grandissant de processing elements. Et donc on aura trop de contention, et donc le système ne passera pas à l'échelle, il ne sera pas scalable. Alors l'inconvénient de ce système de communication, c'est que c'est en général un peu lent, puisque tout ce processus d'arbitrage et de gestion des contentions va potentiellement ralentir les communications. Et enfin, on a le problème de cohérence qu'on a largement vu dans les slides précédentes, puisque effectivement, si chaque processing element a sa propre mémoire cache, eh bien gérer la cohérence des données entre les caches va être quelque chose de problématique. Euh, le protocole d'arbitrage de bus, j'en ai déjà parlé. Alors, une deuxième technique de communication, c'est qui s'appelle la crossbar. Alors la crossbar, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut imaginer un tableau dans lequel vous avez n processing elements qui vont être chacun associés à une ligne du tableau, et m mémoire, donc n et m sont deux nombres potentiellement différents, où chaque mémoire va être associée à une colonne du tableau. Le principe, eh bien, c'est que pour chaque ligne et colonne, donc pour chaque couple ligne-colonne, il y a un interrupteur qui peut être ouvert ou fermé, et lorsqu'il est fermé, cet interrupteur va connecter le processing element d'une ligne à la mémoire d'une colonne.
Et donc, par exemple, si je ferme dans mon exemple 3 interrupteurs, eh bien, le processing element 0 va pouvoir aller lire et écrire dans la mémoire 1, le processing element 1 dans la mémoire 0, et le processing element 2 dans la mémoire 3. Et donc, avec ce système-là, en sélectionnant les interrupteurs que je vais fermer, je vais pouvoir permettre des accès simultanés de différents processing elements vers différentes mémoires, en parallèle, sans contention. La seule contrainte étant évidemment que deux processing elements différents ne peuvent pas en même temps accéder à la même mémoire. Alors, les avantages et les inconvénients des crossbars, quels sont-ils? Eh bien, le premier, je viens de l'évoquer, c'est qu'il y a moins de contention, puisque, finalement, dès qu'on a activé la communication d'un processing element avec une mémoire donnée, eh bien, elle lui est finalement dédiée, elle devient privée pour lui, et il peut y accéder très rapidement, avec ses ordres de lecture et d'écriture, sans risque d'avoir des contentions avec les autres. Les contentions, elles vont se produire quand plusieurs processing elements pourraient demander à fermer, à accéder à la même mémoire. Donc ça va être moins sujet aux contentions et plus rapide que les shared memory. L'inconvénient, c'est que c'est toujours pas très scalable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que à chaque fois que vous voulez rajouter un processing element, eh bien, il va falloir rajouter autant d'interrupteurs qu'il y a de mémoire dans le système. Pareil, à chaque fois que vous rajoutez une mémoire, il va falloir rajouter autant d'interrupteurs qu'il y a de processing elements dans le système. In fine, si vous avez une dizaine de processing elements et une dizaine de mémoires, le coût en transistors et en silicium va être raisonnable. Si on commence à arriver à une centaine de transistors et une centaine de mémoires, le coût va devenir prohibitif en termes de surface de silicium, et en termes de routage, ça va même devenir très compliqué puisque les lignes vont se croiser et ça va être difficile. Et donc, finalement, ce ne sera pas faisable quand le nombre de processing elements ou le nombre de transistors va devenir trop important, donc non scalable. Ensuite, on a les bus hiérarchiques. Alors, les bus hiérarchiques, le principe il est très simple. On va retrouver le concept d'interrupteur que l'on avait sur les crossbars, sauf que cette fois-ci, cet interrupteur, il va servir à connecter ou déconnecter différents bus. Donc si vous regardez l'image qui est présentée actuellement à l'écran, vous avez deux bus qui sont séparés l'un de l'autre. Un premier bus qui connecte PE0 et PE1 à la même 0, et un deuxième bus de communication qui connecte PE2, PE3 et une entrée-sortie vers la mémoire 1. Ces deux espaces de bus sont complètement disjoints, et donc je peux avoir des opérations de lecture et d'écriture en parallèle sur ces deux bus. Et donc PE0 peut accéder à la mémoire 0 en même temps que PE3 accède à la mémoire 1, puisque c'est deux espaces disjoints. Si à un moment donné j'ai besoin que PE0 ou PE1 accède à la mémoire 1, eh bien je vais pouvoir fermer l'interrupteur, qu'on appelle un bridge, et PE1 va pouvoir effectuer une lecture dans la mémoire 1, donc je vais finalement rassembler les deux domaines de bus en un seul en fermant cet interrupteur. Alors, c'est très intéressant de faire ça. Il y a plein de topologies possibles, c'est-à-dire que la façon d'organiser les bus, ce qu'on va appeler la topologie du réseau de communication, du réseau des bus, eh bien on peut l'organiser de plein de manières différentes, on verra des exemples un peu plus tard d'organisation de topologie. Mais surtout ce qu'il y a de hyper intéressant avec ce système, eh bien c'est que le bridge en lui-même n'est pas un simple interrupteur. Les différents bus que l'on va avoir sur le chip peuvent avoir des caractéristiques différentes. Typiquement, à gauche du bridge, vous pouvez avoir un bus de données très large, de 128 bits ou même de 256 bits, avec une fréquence d'horloge très élevée, ce qui va permettre de transférer des données très très rapidement. À droite du bus, on pourrait imaginer être dans un domaine de communication dans lequel les processeurs sont moins performants, dans lequel la mémoire est peut-être plus petite, et dans lequel, finalement, on a plus un bus qui est dédié à aller gérer des entrées-sorties qui arrivent de manière peu fréquente, peu intense. Et donc on va avoir un bus moins large, peut-être avec juste 32 bits, et une fréquence d'horloge plus faible. Le bridge va donc non seulement permettre de connecter les bus, mais il va également réaliser l'adaptation du protocole, et il va permettre de transformer ce qui se trouve d'un côté sur un bus très haute performance et très rapide, vers des données qui vont transiter sur un bus de moins large, de largeur moins grande, et avec une fréquence d'horloge beaucoup plus faible. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir avoir des bus hétérogènes, et avec un bridge qui va réaliser l'adaptation entre les différents domaines de bus. Donc des exemples de protocoles qui existent dans ce domaine-là, on a les bus Amba de chez ARM, ou les bus Core Connect de chez IBM qui reprennent ce principe-là. Alors l'avantage numéro 1, c'est qu'on a moins de contention que les mémoires partagées, puisqu'on va pouvoir séparer différents domaines de bus.
Ça va être également plus rapide que les mémoires partagées pures, puisque eh bien, on va avoir finalement un contrôle en essayant de mettre moins de processing elements par mémoire partagée, et donc mécaniquement, s'il y a moins de processing elements par mémoire à y accéder, eh bien, on va avoir une meilleure rapidité et moins de contention. La surface de silicium est bien largement inférieure à celle de la crossbar, puisque eh bien, cette fois-ci on a des bus plus classiques et on va avoir beaucoup moins d'interrupteurs. Le gros avantage, ça va être l'hétérogénéité dont j'ai parlé sur la slide précédente. Concernant les défauts, eh bien, le premier, ça va être la programmabilité. Globalement, pour utiliser efficacement ce genre de système, le programmeur du système va devoir spécifier dans son programme les moments où tel bridge va se fermer. Et donc, ça va devoir demander des connaissances bas niveau de l'architecture pour placer les calculs aux bons endroits par rapport aux mémoires et pour fermer les interrupteurs au bon moment pour que bien tout se passe le plus rapidement possible. Et donc, ça va globalement être plutôt une complication pour l'utilisation de ce type d'architecture. Le deuxième défaut, eh ben, c'est la scalabilité toujours, même si c'est mieux que dans les exemples précédents. On va quand même avoir un problème, puisque si on arrive à des centaines de cœurs, eh bien globalement, on va se retrouver à des bus qui vont chacun accueillir, si on a 10 bus avec 100 cœurs, on va se retrouver avec des bus qui vont chacun accueillir 10 processing elements, et on va avoir quand même le problème de contention qui va revenir comme avant, donc on n'a toujours pas résolu ce problème de passage à l'échelle. Alors, quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait un transfert mémoire? Quand on fait un transfert mémoire, en réalité, ce qui se passe, eh bien, c'est que le processing element, ici PE0, qui veut transférer des données de la mémoire 0 vers la mémoire 1, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des loads et des stores. Il va loader les morceaux, les données qu'il veut une à une dans ses registres, puis les storer dans la mémoire de destination. Et donc, le processing element va faire load, store successivement, pour aller déplacer des données d'un endroit à un autre. Ça, en réalité, c'est particulièrement inefficace. Alors pourquoi c'est inefficace? Eh bien tout simplement parce que vous avez un processing element qui est peut-être un processing element de type assez généraliste, qui est donc capable de faire des opérations très complexes en un seul coup d'horloge, et vous l'utilisez pour faire du déménagement. C'est un peu comme si vous, avec votre diplôme d'ingénieur, eh bien, vous décidiez d'aller travailler dans une entreprise de déménagement. C'est un métier tout à fait noble, mais vous n'utiliseriez pas véritablement les compétences que vous avez acquises dans votre scolarité. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des processing elements qui sont capables de faire des calculs très complexes, et vous les utilisez pour faire du déménagement. Typiquement, quand vous faites un même copy, en langage C, c'est ce qui va se passer. Alors là, j'avais un exemple très simple dans lequel vraiment je déplaçais des données d'un cœur à un autre, mais on a des déplacements un tout petit peu plus subtils. Typiquement, quand vous allez prendre une matrice et la transposer, ou quand vous allez prendre une image et la diviser en blocs, vous allez découper l'image en petits bouts, eh bien c'est pareil, vous êtes en train de faire des opérations qui ne nécessitent pas vraiment de calcul, dans lequel ce que vous êtes en train de faire, c'est simplement de déplacer des données d'un endroit à un autre en les réorganisant légèrement. Et encore une fois, vous allez utiliser des mêmes copies pour faire ce genre de choses, et donc vous allez utiliser encore une fois un processeur pour faire du déménagement. Alors, pour répondre à ce problème-là, eh bien on peut utiliser ce qui s'appelle un DMA. DMA, ça veut dire Direct Memory Access. Le DMA, comment ça fonctionne? Eh bien, très simplement, quand vous voulez déplacer des données de la mémoire 0 vers la mémoire 1, eh bien, le processing element va aller d'abord configurer le DMA, c'est-à-dire qu'il va lui demander « je veux déplacer les données de telle adresse de la mémoire 0 vers telle adresse de la mémoire 1, et je veux déplacer tant de données ». Ensuite, le DMA fait son travail, c'est-à-dire que de manière autonome, le DMA va faire ce déplacement. Là où c'est intéressant, c'est que le DMA, lui, il n'a pas de registre interne, il va avoir des accès un peu particuliers aux bus de communication, qui lui permettent directement de faire la lecture dans la mémoire 0, et donc d'amener les données sur le bus, et dans le même temps de faire l'écriture sur la mémoire 1. Donc, il va même travailler plus efficacement que votre processing element. Une fois que toutes les données ont été déplacées, que le DMA a terminé son travail, eh bien, il va envoyer un acknowledge au processeur pour lui dire eh bien, « j'ai terminé mon travail », et le processeur eh bien, va pouvoir travailler sur les données dans leur adresse de destination. Ce qui est évidemment le plus intéressant avec ce DMA, c'est que pendant le temps où le DMA travaille, le processing element, lui, va pouvoir faire d'autres calculs. Et donc, vous ne serez pas en train de gaspiller le processing element, l'énergie du processing element pour faire du déménagement.
Si le processing element n'a rien à faire, eh bien, il peut également se mettre en sommeil, c'est-à-dire qu'il peut se mettre en pause pendant que le DMA fait son travail. Ce sera de toute façon plus intéressant, puisque le DMA globalement va être peu gourmand en énergie pour faire les déplacements de données, et plus rapide, et donc mettre en pause le processing element pendant que le DMA fait le déménagement, eh bien, vous aurez économisé de l'énergie. Les DMA peuvent être configurés pour faire des déplacements de données un peu plus structurés. Par exemple, un DMA peut être configuré pour récupérer automatiquement des données en provenance d'une entrée-sortie. Donc là, j'ai représenté une IO, par exemple, sur le schéma, une entrée-sortie. On peut imaginer que ce soit un capteur. Eh bien, on peut tout à fait configurer un DMA pour qu'il récupère automatiquement les samples en provenance d'un capteur, et que tous les N samples, par exemple tous les 512 samples, eh bien, il aille prévenir un processing element que 512 nouveaux samples sont arrivés. De cette manière-là, vous déchargez le processing element du travail de monitoring de l'entrée-sortie. Une autre possibilité, c'est de configurer le DMA pour qu'il fasse des transformations sur les données, c'est-à-dire que par exemple, il peut réaliser des transpositions en même temps qu'il déplace les données entre deux mémoires, ou même au sein d'une seule et unique mémoire. Alors voici quelques images que j'ai prises dans une documentation de Texas Instruments qui représentent différentes configurations d'un DMA de l'un de leurs chips. Et donc vous voyez deux exemples, où à gauche vous avez l'organisation des données dans la mémoire source, et à droite vous avez l'organisation des données dans la mémoire de destination, avec effectivement des transformations qui sont faites pour réorganiser ces données. Les avantages du DMA, c'est donc que ça va être plus rapide que d'utiliser le processing element, et surtout que ça va libérer du temps du CPU pour qu'il puisse faire autre chose d'utile, ou qu'il puisse ne rien faire et économiser de l'énergie. L'inconvénient, il va être du côté de la programmabilité. Comme beaucoup de mécanismes hardware, pour utiliser un DMA, ça va vous demander d'utiliser une API spécifique au chip que vous êtes en train d'utiliser, et donc de produire un code qui est non portable. En termes de scalabilité, on n'a absolument rien changé par rapport à l'utilisation des bus de communication avec des bridges éventuellement, puisque globalement le DMA va être connecté à des bus, donc le problème de scalabilité qu'on avait persiste avec le DMA, on ne les résout pas. Alors, maintenant on va arriver sur un système un peu plus avancé qui s'appelle un système de network on chip. Un network on chip, donc réseau sur puce en français. Le réseau sur puce, eh bien, il va fonctionner finalement comme Internet, mais à l'intérieur d'un seul et unique processeur. Et il va donc permettre d'échanger des paquets de données d'un processeur source vers un processeur de destination. Donc alors, comment ça fonctionne? Ici, vous voyez que vous avez un processeur sur lequel vous avez plusieurs processing elements, d'accord? Et eh bien, chaque processing element a une mémoire dédiée, une mémoire privée, et vous voyez qu'il y a une espèce de grille entre les processing elements, et cette grille, en fait, c'est un réseau de communication. Comment il va fonctionner? Eh bien, c'est très simple. Chaque processing element va pouvoir envoyer des paquets vers un destinataire. Donc là, par exemple, il y a le processing element 0, 1 et A qui chacun ont préparé un paquet qu'ils souhaitent envoyer respectivement au processing element 5, A et 3. Ce paquet, ils vont l'envoyer à ce qui est dénoté IF dans mon schéma, qui est une interface réseau. D'accord? Cette interface réseau, son objectif, c'est de recevoir des paquets et de les aiguiller dans la bonne direction pour qu'ils aillent vers leur destinataire. Et donc là, une fois qu'ils ont reçu chacun un paquet, eh bien, ils vont l'envoyer de proche en proche à une interface réseau voisine. Donc le paquet 5 est passé vers le processing element 4, qui n'est pas son destinataire, mais on s'en rapproche. Et les autres paquets ont également fait un pas. Je continue, jusqu'à ce que les paquets arrivent chez leur destinataire. Et donc là, le paquet en provenance du processing element 0 vient d'arriver à l'interface du processing element 5, et donc elle va pouvoir être transmise dans la mémoire de son récepteur, et on va pouvoir indiquer au récepteur qu'il vient de recevoir un paquet en provenance du processing element 0. Les paquets 3 et A viennent d'arriver également à leur destinataire et sont donc transmis. Et donc on a un système comme ça de gestion des paquets à l'intérieur d'un chip qui va permettre d'envoyer des paquets d'un envoyeur vers un destinataire très simplement. Alors, on peut avoir plein de topologies pour ce network on chip. Celle que je vous ai présentée dans la slide précédente, c'est un mesh en deux dimensions, c'est-à-dire un quadrillage en deux dimensions.
on peut réaliser ce qu'on appelle un Tor en 2 dimensions. Un Tor en 2 dimensions, c'est comme un mesh en 2 dimensions. La seule différence, c'est que l'interface réseau qui se trouve en haut d'une colonne va être connectée à l'interface réseau du bas de cette colonne, et l'interface réseau qui se trouve à gauche d'une ligne va être connectée à l'interface réseau qui se trouve à la droite de cette même ligne. Et de cette manière-là, on réalise une autre topologie de réseau qui s'appelle un Tor à 2 dimensions. Un dernier exemple, c'est un exemple de topologie en cercle, en ring, dans lequel eh bien, chaque processing element n'est connecté qu'à 2 voisins de gauche et de droite de manière circulaire. C'est le type de réseau de communication que l'on trouvait par exemple dans la PlayStation 3, et c'est ce qui a fait en partie que la PlayStation 3 n'a jamais, enfin le processeur de la PlayStation 3 n'a jamais véritablement été utilisé au maximum de ses capacités, parce que l'utilisation de ce système de communication dans la PlayStation 3 était à l'époque trop complexe, et du coup beaucoup de jeux eh bien, ne sont pas parvenus à exploiter pleinement les capacités de calcul des 8 cœurs de cette console. Quand on a un network on chip, on peut avoir facilement une hétérogénéité des nœuds de calcul, puisque chaque processing element, ou en tout cas chaque élément qui est connecté à une interface réseau, peut être de nature différente. Et donc on peut avoir différents processing elements, mais on peut également avoir des interfaces réseau qui sont connectées à des mémoires uniquement, et donc qui ne sont même pas connectées à un processing element. Alors, le premier avantage, c'est celui qu'on cherche depuis tout à l'heure, c'est la scalabilité. Dans ce genre de système, si je veux rajouter un nouvel élément dans mon réseau, eh bien, je n'ai qu'à rajouter une interface réseau, à la connecter à une ou deux autres interfaces réseau existantes, à s'assurer que le routage soit fonctionnel, et ça va fonctionner. Et donc, pour la même raison qu'Internet fonctionne, et qu'on est capable de connecter des millions et des milliards d'ordinateurs et d'objets connectés sur Internet, eh bien, ce système passera à l'échelle, et même si on a des centaines ou des milliers de cœurs, on sera capable, sans utiliser trop de silicium, de gérer des communications entre ces différents éléments de calcul du chip. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a énormément de parallélisme, on l'a vu sur la slide précédente, les paquets circulent en parallèle les uns des autres, et donc on va avoir des communications parallèles sans trop de difficultés. Les inconvénients, le premier, ça va être le routage. Le routage, c'est le nom qu'on donne à l'algorithmie qui est mise en place pour qu'un paquet arrive à son destinataire via la route la plus courte si possible. Le problème, c'est que eh bien, ce routage peut des fois être non déterministe. Typiquement, si vous avez une route qui est encombrée, parce que par exemple le processing element 4 communique de manière très très intense avec le processing element 2, et donc il occupe la route passant par le processing element 5, eh bien le processing element 5 peut avoir des difficultés à envoyer des packages au processing element 1, puisqu'il aurait besoin théoriquement d'utiliser la même route. Et donc, pour réussir à arriver à ses fins, il sera peut-être obligé de faire un détour et de passer par le processing element 8, 7, 6, 3, 0, puis 1, son destinataire. Donc là, on a un problème potentiel qui est eh bien, que si une route est surchargée, il va y avoir de la contention sur cette route-là, et les temps que va prendre un paquet à arriver à son destinataire peut ne pas être le même que si la route avait été déchargée. Un deuxième problème, ça va être les data cohérentes. Là, on a une architecture dans laquelle les mémoires sont fortement distribuées, c'est-à-dire que chaque processeur va avoir sa propre mémoire, et donc on va être obligé, pour communiquer des données, de les envoyer vers la mémoire de son processeur de destinataire. Il n'y a pas de mémoire partagée facile à utiliser. Donc ça va plutôt être mauvais d'un point de vue facilité d'utilisation de l'architecture. Et donc, ça va compliquer la programmabilité de cette architecture. Alors, ce petit exemple, je vous ai présenté dans les slides précédentes un certain nombre de systèmes de communication qui sont, on va dire, vulgarisés par rapport à ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que si vous achetez un chip sur le marché, en réalité, vous allez acheter quelque chose avec un moyen de communication qui va être un petit peu hybride entre les différentes solutions que je vous ai présentées dans les slides précédentes. Vous aurez peut-être quelques mémoires partagées, des bus de communication hétérogènes et peut-être une soupçon de network on chip. Donc, dans les slides qui vont suivre, je ne vais pas les présenter dans les détails, je vais juste vous donner l'intuition du fonctionnement d'un système de communication qui existe sur une véritable chip, et donc sur un chip notamment de Texas Instruments. Ce système s'appelle le Multicore Navigator, et vous allez voir que
tout ce que je vous ai présenté précédemment était finalement très simple par rapport à ce qui peut exister en réalité dans les chips qu'on trouve sur le marché. Donc, dans le Multicore Navigator, dans la documentation en tout cas du Multicore Navigator, voilà tout un tas de choses qui sont écrites au tout début de la documentation, et qui vous disent, en gros, pour résumer, que le Multicore Navigator, c'est un système de communication qui est merveilleux, qui est très rapide pour gérer les communications, qui est très simple à utiliser pour les différents processing elements, qui s'adapte automatiquement aussi bien aux gros échanges de données qu'aux petits. Alors ça, c'est ce que la documentation vous dit. On va voir qu'en pratique, malheureusement, on est très très loin du compte et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, très rapidement, le Multicore Navigator, c'est un système de communication qui est basé sur un système de paquets, donc comme les network on chip. Donc à chaque fois que vous allez faire une communication, vous allez, eh bien, créer un paquet que vous allez envoyer à votre destinataire. Alors, première complication, c'est qu'il n'y a pas un seul type de paquet. Au même titre que quand vous allez à la poste et vous avez différentes tailles de colis, et bien là c'est la même chose. En fonction de la quantité de données que vous voulez envoyer, vous allez avoir le choix entre 3 types de paquets. Le premier, c'est le type monolithique, dans lequel vous avez une enveloppe dans laquelle vous mettez directement vos données. Ensuite, vous avez le host descriptor, les paquets de type host. Eux, c'est un peu différent puisque vous allez avoir une enveloppe dans laquelle vous allez mettre l'adresse des données que vous voulez envoyer. D'accord? C'est-à-dire que les données ne sont pas directement dans l'enveloppe ne contient que l'adresse des données en mémoire. Le troisième type, c'est pour les très gros échanges de données, et là c'est ce qu'on va appeler le scattered descriptor. C'est un type de données dans lequel, dans la première enveloppe, vous allez mettre l'adresse d'une partie des données et l'adresse, un lien vers l'enveloppe suivante. L'enveloppe suivante va elle-même donner un lien vers une partie des données et et le lien vers une enveloppe suivante, etc., etc. Et donc vous allez diviser vos données en plein de petits bouts, chacun référencé par une enveloppe qui référence donc des données et l'enveloppe suivante de manière chaînée. Donc là déjà on voit que ça se complique assez sévèrement. Pour chaque enveloppe, vous avez différentes informations. Le type de l'enveloppe, la longueur des données à envoyer, l'adresse source et l'adresse destination, et éventuellement des informations spécifiques à l'application que vous êtes en train d'utiliser, et des pointeurs vers les données pour certains types d'enveloppes. Pour gérer ces enveloppes, matériellement, il y a un système de file d'attente, c'est-à-dire que matériellement, sur votre chip, vous avez des queues, donc des files d'attente premier arrivé, premier sorti, qui permettent de stocker les enveloppes. Et dans une même queue, dans une même file, vous allez pouvoir mettre des enveloppes de différents types. Donc là, je vous ai représenté un exemple dans lequel vous avez une enveloppe monolithique suivie d'une enveloppe host, suivie d'une série d'enveloppes scattered, suivie d'une enveloppe monolithique à nouveau. Et donc, vous avez 8000 queues, 8000 files d'attente qui sont disponibles sur le chip pour pouvoir stocker les enveloppes qui vont être envoyées et reçues lors des communications. Comme c'était pas déjà assez compliqué, eh bien, le système de stockage des descripteurs, donc des enveloppes, est configuré d'une manière particulière avec des mémoires dédiées. Ces mémoires, qui donc vont servir à stocker les enveloppes, elles vont être divisées en régions, jusqu'à 20 régions, et chaque région, donc là par exemple j'ai représenté région A, B, C et D, chaque région ne pourra contenir qu'un seul type d'enveloppe. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce que quand on va vouloir décrire une enveloppe, plutôt que de dire je veux envoyer l'enveloppe qui se trouve à l'adresse 0x0011001105 dans ma mémoire, eh bien je vais pouvoir dire plus simplement, je veux envoyer l'enveloppe qui se trouve dans la région A, et ce sera la deuxième enveloppe de cette région. Et donc, finalement, je vais pouvoir représenter l'adresse d'une enveloppe de manière plus concise, quand je vais vouloir la mettre dans une queue. Voilà un schéma que l'on va animer qui va présenter une communication. Alors, on va voir qu'une communication, ça se fait en une dizaine d'étapes. Comment se passe une communication? Premièrement, à gauche de ce schéma, vous avez le processeur qui va envoyer les données, et à droite, vous avez celui qui va les recevoir. Première étape, le module qui est chargé d'envoyer des données va aller regarder toutes les queues, toutes les files d'attente qui contiennent des enveloppes prêtes à être envoyées. Il va prendre une enveloppe dans l'une de ces files, d'accord, et il va demander au queue manager de récupérer les données associées à cette enveloppe. Le queue manager va donc prendre l'enveloppe,
récupérer les données correspondantes dans la mémoire et les envoyer au module d'envoi des données. Ce module d'envoi des données va transmettre les données, et uniquement les données, vers le récepteur. Le récepteur va, dans une file d'enveloppe vide, récupérer une enveloppe vide et associer cette enveloppe aux données. Il va envoyer l'enveloppe et les données reçues vers le queue manager de récepteur, qui va stocker les données dans la mémoire de récepteur. Et ce récepteur, le queue manager, va pousser l'enveloppe reçue vers des queues de réception qui pourront être utilisées par le processeur de réception, qui va être prévenu via une interruption, pour recevoir ces données. Côté envoyeur, on n'avait pas véritablement fini le travail complètement. L'envoyeur va recycler l'enveloppe. L'enveloppe qui est maintenant vide, puisque les données ont été envoyées, eh bien ces données, il va les mettre dans une queue d'enveloppe disponible. Le récepteur, il va envoyer une interruption vers le processeur de destination pour lui dire qu'il a reçu des données en provenance du premier processeur. Voilà. Donc là, je viens de vous présenter un petit peu l'ensemble des étapes d'une communication avec ce système des multicore navigateurs. Il y a encore des complexités supplémentaires sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir. En gros, pour faire simple, par exemple, si l'envoyeur et le récepteur ont accès à la mémoire partagée dans laquelle les données sont disponibles, eh bien, il va se passer ce qui s'appelle un zéro copy transfer, c'est-à-dire qu'automatiquement, le système va être optimisé pour éviter de copier des données d'une source vers une destination si les deux processeurs peuvent directement accéder aux mémoires. Et donc, finalement, ça va être transparent du point de vue du récepteur, le fait que les mémoires étaient déjà disponibles en écriture ou en lecture. Il y a encore des choses supplémentaires. Les queue managers peuvent être programmés en assembleur pour gérer un système de priorité des queues, mais c'est très compliqué et c'est réservé à des experts sur l'architecture. Voilà le véritable schéma que vous pouvez trouver dans la documentation du chip. C'est-à-dire que celui que je vous ai présenté, c'est un que j'ai simplifié. Voilà celui que vous trouvez dans la documentation, et avec le texte associé, vous êtes censé comprendre tout ce que je viens de vous expliquer, de vous vulgariser. Donc tout ça, c'est pour vous dire que dans la réalité, quand on veut utiliser un système embarqué et un processeur embarqué, eh bien, il faut être capable de comprendre ce genre de système de communication qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai présenté dans les slides précédentes. Pour terminer cette partie sur les communications, je voudrais vous parler un petit peu de ce qui va arriver dans le futur. Dans le futur, des entreprises et des labos de recherche sont en train de travailler sur des systèmes de communication beaucoup plus rapides sur les chips, et le premier d'entre eux, eh bien, c'est d'utiliser de la fibre optique, tout simplement. La fibre optique, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez le processing element source qui va vouloir envoyer des données. Via un processus de modulation, on va moduler la lumière d'une source laser qui est disponible à côté du chip, et via de la fibre optique, le waveguide, on va l'envoyer vers un photodétecteur à l'autre bout du chip, auquel il sera démodulé et amplifié pour être récupéré par son destinataire. Alors l'avantage de ce genre de système, c'est que ça va être très 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 rapide. Très rapide, puisque la lumière va circuler très rapidement, plus rapidement que les électrons dans le silicium. Le deuxième avantage, c'est que ça va être très intéressant d'un point de vue énergétique, puisque la fibre optique, elle, ne va pas faire de déperdition d'énergie lors du transfert des données d'un bout à l'autre du chip, donc ça va être intéressant. L'inconvénient actuel, c'est que, la raison pour laquelle c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible, c'est que le temps nécessaire pour faire la conversion du domaine électronique vers le domaine lumineux est encore très long, et il fait que les communications, finalement, sont malheureusement pour l'instant trop lentes d'un bout à l'autre du chip à cause de ça. Une deuxième possibilité, c'est de faire du wireless, c'est donc d'envoyer des données directement en wireless, comme le Wi-Fi, d'un bout à l'autre du chip. Éventuellement en utilisant un guide d'ondes, donc un peu comme de la fibre optique, mais pour les ondes électromagnétiques. L'intérêt de ce genre de choses, eh bien, c'est que ça va permettre d'économiser de la surface sur le chip. Par définition, wireless, vous n'avez pas de fil, et donc les transmissions ne vont pas occuper du silicium et des transistors, qui pourra donc être utilisé pour autre chose. Ça peut également simplifier le routage, puisque moins vous avez de fils à faire passer sur votre morceau de silicium, plus il sera simple de décider de la localisation des fils qui y seront.
Donc ça, c'est un gros avantage. Un deuxième avantage, c'est que ces communications wireless pourraient être également utilisées pour communiquer avec l'extérieur du chip. Aujourd'hui, quand vous regardez un chip que vous achetez sur le marché, si vous regardez le nombre de broches qu'il y a dessous, c'est énorme. Vous avez des centaines de broches, voire même des milliers. D'accord? Et donc ça fait que c'est très compliqué d'un point de vue usine à construire, et c'est aussi une source de fragilité. Si on avait la possibilité de faire du wireless vers le chip, depuis le chip vers la carte mère qui va le recevoir, pour un certain nombre de signaux qui doivent transiter, eh bien ça permettrait également de réduire le nombre de broches du chip. Actuellement, le facteur limitant de ce genre de système, eh bien, c'est l'énergie, puisque aujourd'hui, le processus d'émission et de réception est un processus qui coûte un peu cher d'un point de vue énergétique. Donc voilà un peu pour conclure cette partie qui présentait les différents éléments que l'on trouve sur un système on-chip. Dans les prochaines parties, qui iront beaucoup plus vite, on essaiera de présenter des systèmes de classification qui vont nous permettre rapidement et sans avoir besoin de rentrer dans la documentation d'un chip, de comprendre son organisation.